Rebonjour et re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée. Lors du dernier épisode, on vous a parlé de pneus de gravel, alors qu'aujourd'hui, on vous parle de roues et plus précisément de roues de carbone. Mon invité d'aujourd'hui, Denis Lapierre, travaille chez OTE ou On The Edge Canada qui importe plusieurs marques de luxe telles que Pivot, Rotor et Envy, la marque américaine de composantes, cadres et roues de carbone. Malheureusement, aujourd'hui, on a eu un petit problème technique et le podcast n'est pas disponible en vidéo, donc vous pouvez transférer en audio dès maintenant si vous le désirez. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que si vous aimez ce type de contenu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts ou YouTube puisque Google Podcasts a migré sur YouTube. Je vous invite aussi à laisser un review sur la plateforme de votre choix, idéalement 5 étoiles afin que d'autres passionnés de vélo puissent découvrir le podcast et en profiter. Le mois dernier, en septembre 2024, pour ceux qui l'écouteraient dans le futur, plus de 21 000 usagers de plateformes de podcasts ont écouté le podcast de Sur deux roues. Alors, je tiens à vous remercier. Abonnez-vous et laissez un review s'il vous plaît. Sans plus tarder, allons parler à Denis. Ben, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait, je pense, 3 ans que je fais le podcast. Ça fait 3 ans que je t'invite. Puis je suis content qu'on ait enfin pu faire fitter nos horaires pour que tu puisses nous jaser aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. J'aurais aimé ça, pouvoir avoir une meilleure connexion puis illustrer mes propos avec de l'imagerie. Mais les choses étant ce qu'elles sont, vous allez devoir vous contenter de photos qu'on pourra agrémenter le podcast au fur et à mesure. Parfait. Ben, oui, un gros merci. Puis tu sais, c'est drôle parce que on s'était rencontrés, je pense, je sais pas si ça existe encore à Québec, Salon Info Vélo. Oui, si ma mémoire est bonne, oui, ça existe encore. Oui, je pense que c'est là qu'on a fait connaissance. Ça Ouais, remonte quand même à plusieurs années, là. ouais, c'est ça. C'était avant la pandémie de mémoire, c'est genre 2017 ou 2018 qu'on s'était rencontrés. Puis, tu sais, dans le fond, quand lancé le podcast, c'était vraiment l'idée de revoir les discussions que j'avais eues avec à peu près tous les joueurs de l'industrie. Puis, je me rappelle que dans ce temps-là, tu avais l'espèce de présentoir avec les roues coupées, puis tu montrais, tu sais, mettons, comment c'était fait, la qualité. Puis, tu sais, c'était genre. Je trouvais que Envy Walk the Talk, qu'ils disent en anglais, tu sais, quand tu me montrais, puis tu parlais de la qualité, puis tu parlais, je trouvais qu'il y avait quelque chose que c'était très transparent comme entreprise, puis ben c'est ça, je voulais avoir le même talk avec toi qu'on avait eu en 2018, mais dans le podcast. Ben oui, puis les choses ont changé beaucoup depuis 2018. Le cyclisme est un sport qui est drivé par la nouveauté, par la technologie. Envy fait certainement partie des entreprises au premier plan de cette tendance-là. Ils sont toujours plusieurs années à l'avance sur des projets, comme la majorité des marques de vélo, là, mais Envy, c'est quand même une business d'engineering et de manufacture, là, en ce sens où il y a beaucoup de produits qui sont faits à Ogden, en Utah. Euh, Si un jour tu as la chance d'aller dans ce coin-là, c'est sûr que je t'organise une visite. Tu vas pogner ton 2 minutes, en ce sens où c'est vraiment impressionnant tout ce qui se fait là-bas. Département d'ingénierie, gros département de test, puis évidemment l'espace de manufacture où tu as l'entreposage du carbone, tu as le layer, si tu veux, la préparation, ensuite de ça, le moulage, les fours, l'assemblage. C'est... Là-bas, ils disent souvent que le building, c'est un de leurs plus gros assets, là. Ça parle ça parle par lui-même tellement que c'est impressionnant. Ouais, puis c'est drôle que tu parles qu'ils investissent beaucoup en engineering puis qu'ils sont à fine point parce que l'épisode avant le tien, dans le fond, l'épisode qui va sortir qui est sorti le 14 octobre, dans le fond, euh, on a parlé, dans le fond, il y a un ingénieur, Olivier Ladurantais, un coureur cycliste ingénieur, Ouais. qui a pris euh,
3 ou 4 études à propos des pneus de gravel, puis comment ils étaient évalués, puis qu'est-ce qui rendait un pneu de gravel rapide. Il les a toutes recoupées pour avoir, mettons, des points de contact entre chacune des études, puis il est arrivé avec 4 points qui faisaient qu'un pneu de gravel était rapide et dans le fond, le X qui est sorti depuis, je pense, quoi, ça doit faire un mois à peu près parce qu'on s'était parlé au Grand Prix cycliste puis tu m'avais dit qu'il venait de sortir. En fait, au Grand Prix, il n'était pas encore relâché, mais on avait les samples. Là, OK, on OK. a fait pendant les Grands Prix cyclistes, on a fait plusieurs présentations là, avec nos détaillants à Québec puis à Mhm. Montréal, notamment au Ciboire. Là, je leur fais une passe à la palette parce qu'on a été super bien reçus puis c'était bien agréable. Là. Fait que, écoute, j'ai pas par cœur la date de relâche, mais ça fait peut-être deux semaines là, à peu OK, près. OK. Ouais. Ben, c'est ça. Dans le fond, tu sais, pour les gens qui ont écouté l'épisode, tu sais, allez voir le X parce que, tu sais, dans le fond, le tread pattern, c'est exactement ce que Oli disait. Le compound pour le rolling resistance, c'est exactement ce qu'il disait. Après ça, le casing, tu sais, le fait qu'il faut que ce soit souple, c'est exactement ce qu'il disait. Puis après ça, tu sais, il y a quand même deux largeurs qui sont intéressantes, soit 40 mm puis 44 mm. Fait que, tu sais, ça coche pas mal toutes les cases, tu sais, de ce qui est un très bon pneu de gravel, voire les meilleurs sur le marché. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant. Je ne l'ai pas encore testé, malheureusement, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a quelque chose qui sort, puis c'est vraiment basé sur la science. Tu sais, si on se fie à les données empiriques scientifiques qui nous ont été présentées par Olivier, ça coche toutes les cases. Ben, j'en tiens un dans mes mains, justement. Là, je suis allé chercher pendant que tu faisais l'introduction juste à côté. Effectivement, tu vois que c'est un pneu. Puis là, qu'on soit bien clair, là, Envy, il n'est pas le manufacturier du pneu. C'est basé sur les tests, les recommandations qu'ils ont fait. Mais les crampons sont évidemment de forme et de hauteur différentes. Il y a une bonne protection au niveau des crevaisons. Puis, ça reste un pneu de gravel sérieux. Là. Les gars chez Envy disent souvent, nous autres, on n'a pas de gravel bike en Utah, on a du mountain bike facile. Fait qu'on on fait du gravel dans des conditions très difficiles, ce qui explique aussi la qualité puis le sturdiness, si tu veux, des Mhm. produits, puis qui sont vraiment abusés là, à 4 km du bureau. Là. Fait que, effectivement, c'est toujours important. Ils ont toujours ça en arrière-pensée, là, si tu veux. Là. Good. Ben, peut-être qu'on pourrait commencer, tu sais, le podcast de façon plus officielle mettons, présentant On the Edge, qui est l'entreprise pour laquelle tu travailles. Ouais, c'est ça. OTE ou On the Edge ou On the Edge Canada, OTE Canada, il y a plusieurs appellations différentes. Nous, on utilise OTE. Là. C'est une entreprise de distribution qui se spécialise dans les produits haut de gamme cyclistes. Nous, on fait Pivot, Envy, qui sont nos deux marques principales. Puis ensuite de ça, on fait Chris King, Rotar et tout récemment, là, on a pris la distribution des produits classified. Donc, on n'est pas dans le volume, on est dans la qualité. C'est notre credo, là, si tu veux. On se spécialise vraiment là-dedans. On reçoit là, souvent des appels pour puis des propositions pour des produits qui sont intéressants, mais qui ne cadrent pas avec notre portfolio, puis on dit non à 95% des occasions qui nous sont présentées parce que on veut rester vrai à ce qu'on fait, puis on est vraiment qualité plus que quantité. Euh, Pas parce que c'est mieux nécessairement, mais parce que c'est ça qu'on fait. Là, on a toujours fait ça, puis on veut rester comme ça. Basé à Québec, mon Dieu, sur le chemin des équerres. Si tu fais les équerres en vélo de route à Québec, tu passes proche de chez nous, super proche de Sentier du Moulin puis 47. Fait que bonne localisation. Tout le monde ici, pas mal. On est une petite équipe. Là,
Jean-Pierre Thériault, qui est le président propriétaire principal d'On The Edge, moi qui s'occupe des ventes puis du marketing, Carl qui s'occupe du service puis des garanties, puis François qui est notre will builder à temps plein. Puis là, on a des représentants sur la route, là, une LAD Brown en Colombie-Britannique, excuse-moi, Mike Cavalier en Alberta, puis Alex James en Ontario. Fait que c'est tout petit, là, On The Edge, là. Puis pendant plusieurs années, on ne s'est pas mis de l'avant. On laissait nos marques devant nous. Puis, avec la pandémie, tout ça, on a fait une réflexion sur la mission de l'entreprise, puis qu'est-ce qu'on voulait faire, puis c'était quoi les projets. Puis on est accompagné là-dedans par des gens de marketing qui sont des cyclistes eux autres mêmes. Puis on est arrivé à la conclusion que c'était important peut-être de se mettre un petit peu plus en avant-plan. Fait que là, il y a un renouvellement d'image de marque. Puis on va être un petit peu plus présent. On n'était vraiment pas sur les médias sociaux avant. Là, mais là, on est de notre temps. Là. On s'ajuste à la réalité du monde dans lequel on vit. Là. On est tous des boys de 50 ans. Là, fait qu'on ne fait pas de vidéos de TikTok nous autres mêmes, mais on comprend que le marché est rendu là, puis si on veut rejoindre nos clients, puis faire une bonne job avec nos partners manufacturiers, ben, il faut être là. Fait que je prends un long chemin pour dire que c'est ça, on est une business basée à Québec qui a été fondée en 2007, si je me... Ouais, ça, 2007. J'étais pas avec On The Edge dans ce temps-là. Donne-moi 2 secondes que je me gratte la tête un peu. Ouais, c'est ça. Puis, depuis 2007, c'est Jean-Pierre, dans le fond, qui a racheté l'entreprise. Elle a été fondée en 98, excuse-moi. Ok. Fait que c'est ça. C'est qui on est. On est les distributeurs exclusifs de ces marques-là pour le Canada au complet, notamment Envy. Envy puis Pivot, il n'y a jamais eu d'autres distributeurs que nous autres au Canada depuis que les marques sont disponibles. Fait que ça veut aussi dire qu'on entretient une relation super forte avec ces 2 marques-là, puis avec notre réseau de détaillants. Puis Envy, dans le fond, c'est quoi leur histoire à eux en tant que marque? Ben, comme je te disais tantôt, c'est une entreprise qui vient, qui est basée à Ogden, en Utah, qui est en banlieue de Salt Lake City. C'était fondé en 2007. Il y a eu quelques changements, là, notamment en 2016, c'est Hammer Sport qui est Arc'teryx, Salomon, Wilson, qui a racheté cette entreprise-là parce que c'était l'âge d'or, un des âges d'or du cyclisme. Puis, la compagnie avait grossi énormément. Puis Hammer voulait, je pense, se diversifier. Ils avaient Mavic aussi dans ces années-là. Puis, tu vois, l'entreprise a été revendue cette année à un gars de la place là, qui a fait fortune dans l'automobile puis le pharmaceutique notamment. Qui est un cycliste, là, c'est pas un fonds d'investissement qui a acheté ça pour squeezer ça le plus possible puis revendre ça dans 2 ans à profit. Là, c'est vraiment un cycliste. Ton fils travaille chez Envy. Il n'y a pas besoin je veux dire, il va vouloir avoir une rentabilité avec son entreprise, c'est sûr et certain, mais c'est comme un projet pour faire fleurir l'entreprise bien plus qu'autre chose. Là. Le gars, il ne se mêle pas nécessairement des opérations quotidiennes, puis il veut permettre, dans le fond, à Envy d'aller chercher son maximum, son potentiel maximum. Fait que en Utah, là, il y a une industrie aérospatiale quand même assez développée. Il y avait certainement un contexte financier là, intéressant pour une entreprise qui se spécialisait dans la fibre de carbone pour s'implanter là-bas. Ça a commencé comme ça. C'est Envy qui a fait les premières roues de downhill de carbone qui ont gagné là, avec Greg Minor dans ces années-là.
qui a eu une bonne association avec Santa Cruz dans les premières années pour faire connaître là, les roues de carbone. Puis ensuite de ça, c'est devenu, au fil des années, l'entreprise qu'on connaît, là, qui aujourd'hui fait de tout. Là, c'est un bike brand maintenant, Envy. C'est pas juste une compagnie de composantes. Là, fait que, il y a des pneus, il y a du bar tape, il y a des guidons, il y a des potences, des seat posts, des cadres. C'est une compagnie de vélo complète. Là. Très nice. Puis, dans le fond, tu sais, moi, je trouve que Envy, ça a bonne réputation là, depuis toujours, mais ça reste une jeune entreprise. Fait que, tu sais, je me demande de où vient cette réputation-là auprès des cyclistes. Ben, je pense que après ma base, c'est une compagnie qui est opérée puis qui vit à travers les cyclistes qui travaillent là. Là. C'est tout du monde qui sont des riders sérieux. Comme je te disais, le département de test puis d'ingénierie puis de recherche et développement est sur place. Tu as des sentiers puis des routes incroyables à proximité pour justement développer tout ça. C'est aussi une compagnie qui a toujours été près, là, proche des frame builders, là, des artisans qui ont voulu mettre de l'avant leur art. Puis Envy a toujours été proche de ces gens-là. Fait que souvent, dans les shows handmade, là, tu voyais des super beaux vélos faits main, mais qui étaient montés avec des composantes Envy. Fait que ça a venu donner une certaine crédibilité. Il y a tout un historique de course, comme je te disais, dès le départ. Dans le vélo de montagne, c'est un joueur important. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, en bonne partie, là, que le marché est rendu de course notamment, puis d'autres performances dans le carbone. Ils ont toujours été proches de la course sur route. Il était dans le gravel bike avant que le gravel bike existe. Là. Ça a été dans les premières compagnies qui ont fait des composantes des roues pour spécifiques gravel bike. Mais tu sais, à la base, je te dirais que la raison principale, c'est la qualité des produits, le thinking qui vient avec ça, tout le développement qui a été fait. C'est toujours une business qui est toujours à l'avant-plan, qui n'est jamais satisfait. Tu sais, à chaque meeting qu'on a, on voit déjà qu'ils sont en train de travailler sur des projets qui vont aboutir dans quelques années, mais ils sont jamais satisfaits, là, en ce sens où ils poussent toujours pour quelque chose de nouveau. Comme je disais tantôt, le cyclisme, surtout le cyclisme de haute performance, est drivé par l'innovation et la nouveauté. Ben, eux autres, ils sont vraiment là-dedans. Là. Puis, le produit parle par lui-même. Là, souvent, les gens nous disaient, bon, c'est quoi qui fait la différence au-delà des data puis de la littérature qui circule puis qu'on peut véhiculer. Un ride test, c'est encore ce qui fait la différence. Puis c'est les gens qui vont essayer le produit. Souvent, la vente est faite. Là, le ride quality est vraiment imposant. Puis je pense que c'est toutes ces années-là de bons produits, de développement, le fait qu'on soit aussi au Canada, qu'on soit présent, qu'on offre le service, qu'on ait un bon réseau de distribution. Il y a beaucoup de facteurs qui font que la compagnie a le standing puis a la réputation qu'elle a, mais c'est vraiment la qualité du produit. Business, comme je te disais, toujours en avant, toujours en train de développer des nouvelles choses. Ils ont je ne sais pas combien de brevets, mais beaucoup de tendances qu'on voit aujourd'hui viennent de chez Envy. Là. Fait que, je pense que c'est pas mal l'ensemble de ces facteurs-là qui fait que la réputation de la compagnie, de la marque, là, est ce qu'elle est aujourd'hui. Puis, si on retourne, mettons, aux roues, qui est peut-être selon moi, c'est un des
flagship de Envy. Puis, tu sais, je pense, ce qui intéresse le plus les auditeurs aujourd'hui. C'est quoi les gammes puis les modèles des roues puis à qui ils s'adressent? Euh, on a, je te dirais, principalement deux gammes de produits, là. La série Foundation, qui est la série un petit peu plus accessible. Fait que là, on parle des roues, là, Foundation 45, Foundation 65, AG25, AG28 pour le gravel, puis AM30 pour le vélo de montagne. Puis tu as aussi la série SES pour les roues de route. Fait que, les 3.4, les 4.5 que tout le monde connaît. Bon, il y a aussi les 2.3 qui sont une roue un petit peu plus de grain, puis 6.7 plus contre la montre, triathlon. La série Foundation est arrivée plus tard que la série SS, puis là, on s'entend aussi qu'il y a eu plusieurs itérations différentes. Là. Les roues qu'on roule aujourd'hui n'ont rien à voir avec les roues que Envy faisait il y a 7-8 ans, là, par exemple. Mais la série Foundation est arrivée un petit peu plus tard parce que justement, il y avait une business qui était plus grosse, qui avait des capacités de production plus grosses, qui avait développé une expertise aussi au niveau des employés puis du tooling qui permettait d'avoir des économies d'échelle puis d'efficacité qui ont permis de venir offrir une nouvelle série de produits. Fait que, si je prends l'exemple des Foundation 45 ou 65 en route que les gens connaissent peut-être un peu plus, ben ça s'adresse à quelqu'un qui veut peut-être une première roue de carbone de qualité qui se vend 2000 $ au prix de détail, qui est super agréable à rouler, mais qui n'a pas le niveau de performance qu'une SES. Je te dirais que la principale différence, c'est peut-être au niveau des vents de côté. Là, à partir de 10 degrés là, en soufflerie, il y a quand même une bonne différence. Bon, les roues sont plus pesantes, évidemment. C'est une technologie qui a été développée depuis quelques années aussi, ce qui fait que c'est des roues qui sont encore peut-être optimisées plus pour du 27, du 25, alors que là, le marché s'en va clairement vers le 28-30. Pogacar a gagné le tour du 30 mm là, cette année. Là. Fait que, veut pas, le marché s'en va là-dedans, puis le marché s'en va là-dedans non seulement parce que les coureurs sont là, mais parce que c'est plus efficace. Là, c'est plus confortable, c'est plus rapide, moins de risque de crevaison. Il n'y a que des avantages à ce niveau-là. Fait qu'au niveau des roues, c'est ça. Puis pour la gamme SES, qui est la gamme là, un petit peu que tout le monde connaît, flagship, comme tu disais, 3.4, 4.5, qui sont les modèles là, qui roulent depuis plusieurs années, puis que les gens sont habitués de voir avec un profil un petit peu plus grand. Bon, c'est des roues asymétriques, là, en avant et en arrière, ont toujours des profils un petit peu différents dans la gamme SES, ce qui n'est pas le cas pour Foundation. Ils sont identiques, là, les roues avant-arrière. Puis au niveau montagne, ben là, avant hier, on est sorti avec une nouvelle série de roues de montagne qui était complètement changée. Les vélos de montagne ont changé beaucoup dans les dernières années. Les roues Envy étaient réputées comme des roues extrêmement rigides, ce qui était correct avec les vélos un petit peu avant, qui étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais là, maintenant, les vélos ont beaucoup évolué, puis les roues s'en venaient trop raides. Là, fait que ride feeling moins intéressant, puis de temps en temps, peut-être un petit peu plus de bris, là, parce que justement, deux composantes très rigides, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine flexibilité. Là, fait que le mot, le mot-clé ici, c'est compliance, là, qui se traduit mal, je trouve, là, souplesse ou prédictibilité. Fait qu'il y avait vraiment ça à adresser du côté des roues de montagne, ce qui était fait là, avec la nouvelle gamme. Là. C'est cool. Puis c'est ça, je sais qu'il y a encore des gens qui ont des doutes, parce que dans le temps, on recule de une couple d'années, les freins patins, ça délaminait les roues parce que il y a du monde qui freinait trop, puis ça créait de la chaleur. Puis il y a des gens aussi, je pense que tu as parlé de la qualité puis de la recherche qui a beaucoup, beaucoup changé.
en termes, tu sais, il y a beaucoup moins de bris qu'avant par rapport aux roues. Fait que, mais le carbone, c'est-tu un bon matériau pour des roues? Ben, tu sais, ça permet d'avoir quelque chose de léger qui est malléable en ce sens où tu peux travailler sur des formes beaucoup plus facilement qu'avec de l'aluminium, par exemple. Mhm. Puis c'est généralement admis, je veux dire, tout le monde fait des roues de carbone si tu veux être pris au sérieux. Tu sais, moi, je ne suis pas ingénieur mécanique, là, je ne peux pas te donner de la data très profonde sur les avantages précis de la fibre. Mais tu sais, on- on sait que jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui se fait de mieux pour l'instant. Maintenant, la fibre a un rôle important dans la qualité du produit, mais c'est encore davantage le moulage puis le procédé qui est important parce que oui, il y a différentes qualités de fibre de carbone, mais si tu donnes la même fibre à deux entreprises, il va avoir des gros écarts de produit final. Puis ça, c'est beaucoup plus relié tu sais, de la façon dont tu utilises la fibre, les résines que tu utilises, ton procédé, tu sais, ta recette de cuisson, Mhm. le curing. Tu sais, il y a beaucoup d'étapes dans la fabrication des produits en carbone. Fait que pour répondre à ta question, je pense pas qu'il y avait tant de bris que ça davantage avant. C'est sûr que mécaniquement, il y avait une friction importante qui était appliquée sur la roue en tant que telle. Fait que veut pas la durée de vie, si tu veux. La jante était plus courte. Il y avait tu sais, cet aspect-là. Je Mhm. pense qu'il y avait beaucoup d'utilisation qui n'était pas optimale aussi. Notamment chez nous, là, je me rappelle des roues à freinage sur jante. Là, il y avait la première, dans les premières générations, les surfaces de freinage étaient lisses. Puis dans les dernières générations, étaient texturées, mais c'était pas le même patin de frein qu'il fallait utiliser. Puis là, ben, il y avait Mhm. peut-être des gens qui utilisaient la gomme qui était pas la bonne pour une surface ou une autre. Fait que là, je pense qu'il y a eu un problème d'utilisation ou d'éducation, mais c'était tous les manufacturiers qui ont vécu ces problèmes-là. Maintenant, Envy ne fabrique plus de jantes à freinage sur jantes depuis plusieurs années. Même si à chaque année, nous, on leur dit, faites-nous juste une version là, euh, 35 mm, premier prix, il y a encore du marché pour ça parce qu'il y a des gens qui ont des super beaux vélos puis qui ne Mhm. veulent pas les abandonner parce que leur vélo fonctionne encore bien. Mais comme c'est une entreprise qui est résolument tournée vers l'avenir et ils ne veulent pas, absolument pas retourner là. Pour eux autres, ça serait comme un peu un pas par en arrière. Puis il n'y a pas d'appétit chez Envy pour retourner dans la roue à jante, excuse-moi, à freinage sur jante. Maintenant, est-ce que le carbone, c'est un bon matériel? Ben, ça revient aussi à ce que je te disais tantôt. C'est un bon matériel, mais ça dépend comment tu le travailles. Là. Euh, les roues Envy sont faites aux États-Unis. C'est pas dans une usine en Asie. Puis la raison est simple, là, en ce sens où euh, ça leur permet de tester puis d'avoir un contrôle de qualité qui est, je pense, supérieur. Mhm. Ça permet aussi de développer du tooling, des outils, des procédés de fabrication, puis de garder le secret industriel. Là. Parce que c'est malheureusement pas vrai que ça peut être aussi étanche là, en Asie, là, dans des usines qui vont fabriquer pour plusieurs compagnies différentes. Là. Fait que ça, il y a une grosse partie de ça. Là, toute cette recherche et développement-là, elle a un coût. Euh, puis ils veulent quand même protéger leur procédé, là, ce qui est louable. Non, mais c'est un bon point, l'affaire de quand tu as ta propre usine, parce que je me rappelle que j'avais parlé justement à un ingénieur qui faisait du carbone,
puis qui disait, tu sais, un coup que c'est fermé, mais le seul moyen de voir à l'intérieur si ça a bien pogné, s'il n'y a pas de résidus, etc., c'est de couper la jante. Fait que, tu sais, comme il y a comme lui, mettons, à chaque temps de produits qu'il faisait en carbone, lui faisait des bâtons de hockey, celui avec qui j'avais parlé. Mais dans le fond, tu sais, il fallait qu'il coupe puis qu'il regarde si c'était bien fait. Mais tu sais, il peut pas toutes les couper avant de les revendre parce que Ouais, ça marche pas, tu sais. Fait que là, il était comme j'en coupe un sur 1000, mettons, puis je le regarde, puis on le fait analyser par une équipe. Mais tu sais, c'est quand toi, tu as ton usine, mais tu sais, tu as des plus hauts standards de manufacture, euh, manufacturage, en tout cas, de building. Puis c'est vrai que, tu sais, comme si t'as un programme qui s'assure qu'au moment de les faire versus si c'est pas chez vous puis que c'est quelqu'un qui est fait pour toi, ben t'as aucun moyen de savoir si ça a été bien fait, tu sais. Ben, tu sais, il y a des gens en place là, qui sont les représentants de ta compagnie qui vont être là, mais tu sais, je pense que c'est utopique de penser que l'employé euh, a le même niveau d'engagement, tu sais, qui Mhm. travaille pour une entreprise XYZ en Asie qui fabrique des produits pour une autre entreprise XYZ, alors que si tu travailles chez Envy, puis tu sais, tu bâtis des roues depuis 15 ans, puis que tu sais, tu signes toi-même la roue, puis tu t'appliques plus dans ton. Tu sais, je pense qu'il y a un sentiment de fierté qui vient avec ça, puis il y a une qualité de travail là, qui est associée à ça. Maintenant, tu sais, tout, comme je te dis, ça permet justement d'avoir d'implanter rapidement des changements, des améliorations que tu fais dans tes procédés, puis dans ta façon de travailler. Ben, tu sais, l'assemblage est en bas de l'escalier, là, tu sais, Mhm. elle est pas à 4000 km de ton bureau, là. Fait que c'est sûr qu'il y a ça. Puis, tu sais, c'est une business transparente en ce sens où les produits, le consommateur, il le voit. Là, tu sais, une roue, une vie, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de potée. Tu sais, ça se peut que tu vois une ligne de carbone dans tes roues, notamment. Puis, il y a des gens pour qui trouvent ça moins beau. Là, tu sais, on se le fait dire des fois. Là, tu sais, j'aime mieux telle autre marque parce que la roue est toute noire. Ah ouais, puis je comprends ça, puis je respecte ça, mais tu sais, nous autres, on met le produit de l'avant, là. Fait que c'est une fibre, ça vient avec un look particulier, Mhm. mais on cache rien, là, tu sais, on va pas tenter de cacher un défaut, justement avec la peinture ou avec la potée. Puis je dis pas que les autres font ça, là. C'est juste que nous autres, Envy est vraiment fier de son produit, puis veut garder le look un peu plus raw, si tu veux. Mhm. Puis en même temps, ben, ça dit quand même, ça se voit, là. S'il y avait un défaut ou s'il y avait quelque chose, ça ressortirait rapidement, là. Puis je veux dire, ils ont des rejets quand même, là. Nous, des fois, là, comme, excuse-moi, ils nous proposent des deals là, pour des coureurs ou pour des ambassadeurs sur des produits qui ont des défauts cosmétiques là, importants. Fait que, évidemment, si c'est structurel, c'est rejeté tout de suite, mais Mhm. des fois, la ligne puis le layering sort mal, puis cosmétiquement, ou la résine adhère pas bien, ou au niveau du démoulage, il y a un petit problème. T'sais. Structurellement, il n'y a aucun problème, mais cosmétiquement, ben, c'est sûr que c'est moins beau. Fait que dans ce temps-là, au lieu de les jeter tout simplement, on lui donne une deuxième vie là, avec nos, notre, nos partenaires, si tu veux, Mhm. qui comprennent bien que le produit est 100% rideable. C'est juste que Ouais. il est moins beau. Puis on ne veut pas qu'un consommateur roule ça. Puis évidemment, ben, on demande quand même un prix élevé pour nos produits. Ben, c'est bien Mhm. normal que le cosmétique suive ce prix-là, là, évidemment. Puis, dans le fond, ma prochaine question, c'était, moi, j'ai les AG25 en gravel.
Mhm. Puis quand j'ai adopté ces roues-là, il y a quelques personnes qui comme sourcillaient, qui eux ont vraiment peur du carbone en gravel. Mais tu sais, plus tôt tu parlais qu'il y avait des roues de carbone en downhill, tu sais. Ça fait-tu longtemps que ça existe en montagne puis en gravel? Puis tu sais, y a-tu c'est-tu sécuritaire, tu sais, en tant que tel, y a-tu plus de chances de les briser? Comment, dans le fond, pourquoi un consommateur qui écoute présentement le podcast ne devrait pas avoir de crainte pour ses roues? Ben écoute, il y a des produits qui sont bâtis en carbone qui sont soumis à des stress et des forces bien plus importantes que des roues, là. Une roue de downhill, effectivement, va subir plus de stress qu'en gravel ou en route. Une roue de route, c'est haute performance, là, qui c'est sur une équipe pro, va probablement être aussi soumis à du stress plus grand que dans ta pratique personnelle en gravel. Euh, puis, puis comme compagnie solide puis qui a une bonne réputation, jamais ils mettraient un produit sur le marché s'ils n'étaient pas convaincus que le produit fait la job et même plus. Là, il y a un paquet de tests qui se sont déroulés avant ça. Il y a plusieurs prototypes qui ont été faits. Fait que c'est sûr que quand le produit est sur le marché, c'est parce qu'il est prêt à être commercialisé puis que la compagnie back le produit à 100%, là, parce que ça serait une catastrophe si ce n'était pas le cas. Euh, je ne vois pas l'enjeu de ce côté-là. Je pense que on est quand même loin. Là, tu parlais du salon Info Vélo tantôt. Là, Mhm. ça fait longtemps là, que le carbone est dans le vélo. Là. Moi, je me rappelle les premières années, là, le monde donnait cognait ses frames et demandait si c'était en fibre de verre. Là, fait que, on est ailleurs. Là. Ouais, ta question me surprend un peu, mais j'y avais jamais ben, j'y avais pas réfléchi. C'est pas quelque chose que j'entends régulièrement, ou en tout cas que j'ai pas entendu depuis plusieurs années. Euh, je vois pas d'enjeu de ce côté-là. Si on est capable de faire des roues de downhill, c'est sûr que c'est pas la même roue, là, puis c'est pas construite pareil. Mais si l'entreprise est capable de faire des roues qui sont faites pour supporter des descentes de vélo de montagne à haute vitesse puis à haut impact. Euh, je pense pas que le gravel, ça soit un problème de ce côté-là. Ben, tu sais, comme je disais, moi la première réaction, moi, j'étais aussi surpris parce que, tu sais, je me disais, si c'était si fragile que ça, puis qu'il y avait tant de risques que ça, t'aurais jamais un pro qui, lui, sa vie, c'est de descendre, par exemple, en downhill à 70 km/h, les chemins les plus accidentés qu'on peut emprunter avec un vélo. Parce que lui, sa job, ou elle, sa job, c'est d'arriver en premier en bas de la ligne. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait une Hum, performance, puis il faut que ce soit solide. Parce que la réalité, c'est si c'est pas solide puis performant, ben, tu sais, les pros l'utilisent pas. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu sais, moi, il n'y a rien que je vois qui peut arriver. Si eux descendent les chemins les plus accidentés de, à travers le monde, qui peut arriver à 25 km/h dans le tape, dans mon cas, en gravel, sur des chemins peu, voire pas accidenté, tu sais. Mais je pense que c'est plus le fait, je pense que les gens avaient vraiment peur ouais. des roches, tu sais, mettons, il y a des obstacles, puis, tu sais, c'est sûr que ça cogne un peu plus, mais, tu sais, après ça, il y a Mhm, cogné mhm. puis cogné, tu sais. C'est ça, en downhill, ça cogne pas mal plus. Ouais. Mais tu sais, les, euh, les avantages restent les mêmes au niveau de la construction de carbone, que ce soit en gravel ou en mountain bike ou en Mhm. vélo de route. Là, tu sais. Ça permet de faire des formes qui sont adaptées pour résister excuse-moi, aux impacts puis aux obstacles, d'avoir Mhm. un certain aérodynamisme. Bon, en gravel, certains vont dire que c'est moins important, mais si tu fais de la course de gravel, c'est important, puis tu le vois là, maintenant. Les premières roues de gravel sont graduellement remplacées par des roues beaucoup plus aéro. Là, si tu regardes des photos de Mhm. Outbound, où, les gars arrivent là avec des bikes de course. Là, c'est pas, tu prends pas ton vélo de bikepacking pour aller faire une course de gravel. Là, c'est tout, on n'est plus là. Euh,
Fait que je pense que c'est le fait que ça soit une fibre, puis que dans la tête du monde, une fibre, ça peut casser. Alors que l'aluminium, par exemple, ça casse pas ou ça casse moins. Ben, c'est pas vrai. L'aluminium, ça casse aussi. Puis, Ouais. un cadre de carbone qui casse, mettons, à un endroit, ben, ultimement, tout dépendant à quel endroit, mais ça se répare. Un frame en aluminium, ça se répare aussi, mais c'est plus touché. Tu as Ouais. des traitements thermiques qui sont impliqués dans la solidité, qui permettent d'avoir une certaine solidité sur des cadres en aluminium. Fait que, on le voyait là, dans les premières années des cadres en fibre de carbone, et les gens disaient ah, mais un frame en aluminium, je vais le débosser puis ça va être correct. Attends un petit peu, là. Il va être pas mal moins solide que ton cadre en fibre de carbone réparé, là. Ouais, des gens qui sont un peu fearless dans la vie. Pour réparer des cadres en alu puis les Ouais. rouler. Ouais, Parce que écoute, l'aluminium, ça snap, hein, tu sais, c'est pas comme, mettons, le carbone, ça craque des fibres, puis tu sais, tranquillement, pas vite, mais tu sais, de l'alu, ouais. quand ça pète, là, pour avoir vu déjà un pédalier péter, là, quand ça snap, c'est franc, puis ça revient pas, là, fait que, je sais pas... J'ai déjà vu des produits en carbone cheap, snappés aussi, là. Ah, Si mais, les fibres sont. ouais, Ça dépend du layering, puis un paquet de facteurs, là. Mais j'ai jamais vu une roue en Envy cassée, franc. Puis des fois, on a un taux de retour là, vraiment bas. Là. Je te dirais qu'on est en bas de 0,5% là, sur les retours. Mais ça arrive. Puis, mettons, on a aussi un programme de support pour, si tu te plantes, puis c'est de ta faute, là, tu étais en course, mettons, puis tu t'es fait pousser de l'extérieur du virage, puis tu as ramassé la chaîne de trottoir, on va te supporter quand même. Puis dans ce temps-là, on reçoit les roues, on fait tout le remplacement ici à Québec. Là. Tout ce qui est vendu au Canada passe par Québec. Tout est assemblé en bonne partie. Il y a quelques exceptions, mais si tu achètes une paire de roues SAS 4.5, elle a été assemblée ici. Là. Fait que, on reçoit les retours ici, puis des fois, on essaie de détruire encore plus les roues. Puis on fait des tests maison le vendredi avec une bière. Puis c'est vraiment tough à casser. Une roue qui est déjà cassée, essayer de la casser ailleurs, là, à grand coup de masse, là, tu peux gaspiller quand même pas mal d'énergie à essayer de la briser encore plus. C'est vraiment surprenant à quel point c'est solide là, pour les Le non-initiés. layering, c'est ça, on parlait tantôt justement du dude que je parlais, qui travaille dans le monde du hockey, il m'expliquait le layering des fois. Justement, c'est parce que les gens ne s'imaginent pas, mais quand tu mets les fibres, c'est que tu t'assures que tes patterns se renforcent l'un l'autre, puis les étapes font en sorte que un par-dessus l'autre, ça vient un peu comme essayer de déchirer un bottin à la fin, parce que tout est comme layered. Fait que tu as comme cette flexibilité-là, mais tu as quand même tout se tient un par-dessus l'autre. Fait que non, en effet, ça doit être dépendant du. Puis, si le niveau de recherche qu'il a l'air d'avoir chez Envy, il y a des bonnes chances que le layering fasse en sorte que c'est du très solide. Ouais, ben tout de suite en partant, là, si tu utilises des fibres directionnelles, ben, même une couche de carbone directionnelle, ça se déchire facilement dans le sens de la fibre, mais dans l'autre sens, c'est carrément impossible. Là. Ou en tout cas, c'est vraiment dur. Là. Fait que là, la combinaison de tout ça, puis l'ordre dans lequel c'est fait, puis évidemment, surtout sur les cadres ou même sur les roues, là, mais il n'y a pas la même épaisseur, puis il n'y a pas la même structure partout sur l'ensemble du produit. Là. Il y a des endroits de stress qui sont renforcés, puis la fibre est appliquée d'une façon différente selon l'endroit où elle se trouve. Là. Autre question, mais ça, c'est plus comme des espèces de rumeurs qui ont été propagées sur les médias sociaux, là, des gens qui voulaient du clickbait puis qui trouvent des théories de la Tu vas me conspiration. parler du Hookless, là, je le sens. Ouais, le hookless, parce que j'ai vu, puis à chaque fois j'ai vu des choses, c'était tout le temps des affaires genre improbables, genre un YouTuber qui mettait 120 PSI dans un pneu sur du hookless, puis là ça finissait par sauter, puis c'était un pneu 30 mm de mémoire, puis là t'es comme ça aurait sauté sur n'importe quelle jante anyways, ou presque, mais je me disais,
De un, tu sais, c'est sécuritaire, puis en quelle mesure, puis c'est quoi les avantages, tu sais? OK. Ben, est-ce que tu sais ça fait combien de temps que Envy fait du hookless en route? D'après toi, là, ça veut dire une année, là. Ben, me semble, je dirais, je connais quelqu'un qui a des roues vieilles de 3 ans, puis il était déjà hookless, fait que OK. j'imagine plus que 3 ans. Les premières roues hookless sont 2016. OK. 4.5 AR qui avait été développé avec euh, Quebeca dans le temps que Cavendish roulait avec eux autres. Euh, Puis le but était d'avoir un pneu plus large, notamment. Puis la course qui avait été ciblée pour. Puis le besoin, c'était les classiques printanières, là, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, qui sont vraiment des conditions atroces, là. Les gens ont souvent aucune idée à quel point c'est atroce comme conditions routières, là, Mhm. je voyais les posts là, du Grand Prix cycliste, là, puis quand les équipes sont venues en septembre, puis les commentaires qu'il y avait souvent en bas des photos, c'était ça se peut. Merci d'être venu, mais on a honte de l'état de nos routes, puis tout ça. Puis les équipes, ils disent, c'est aucun problème. Là, on roule sur bien pire que ça. Là, c'est anecdote, là, c'est pas un facteur tant que ça. Fait que les roues Oakless chez Envy, c'est depuis 2016. Euh, c'est à la base de la philosophie de la roue de route maintenant. On a, nous autres, là, au Canada, chez On The Edge, on fait tous les cas de garantie là, pour Envy au complet au Canada. On n'a jamais eu un cas de, je ne sais pas comment le dire, là, pas de blowout, mais de Ouais. De, déjanter ouais. parce que tu as un système au classique. Puis ça, c'est même en tenant compte du fait que souvent les gens utilisent un produit qui n'est pas fait pour aller ensemble. T'sais. Il y a une liste de pneus qui est approuvée. Il y a des tests qui mènent à approuver ces tests-là. Puis tu sais, j'ai toujours de la misère, là, ETRTO, là, qui est European Mhm. Tire and Rim Technical Organization, qui est un peu la norme, si tu veux, pour la compatibilité ou en tout cas les systèmes de roues puis de pneus. Tu sais, eux autres, leur test, pour passer le test, il faut que tu sois à 110% de la pression maximale. Chez Envy, il n'y a aucun pneu qui est approuvé pour aller avec nos roues en bas de 165%. Mhm. Les cas de course que tu as vus là, au printemps, il y a eu des cas, puis je pense que ça vient pas mal de là. Il y a eu des coureurs qui ont déjanté sur des systèmes tubeless au printemps 2024. C'était pas des roues Envy, première des choses. Puis, tu sais, dans un des cas, là, ça a été démontré que peu importe le système qui aurait été utilisé, c'était vraiment un hasard de la route, puis le système aurait lâché. Puis dans l'autre cas, il y avait la compatibilité entre le pneu et la roue n'était pas bonne. Là, il y a, Mhm. il y a des règles à respecter. Là. Tu ne peux pas mettre un pneu, je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Là. Tu ne peux pas mettre un pneu 35 sur une jante de 25 mm de large. Ça ne marche pas. Mhm. Euh, Fait qu'il y a beaucoup d'éducation qui reste à faire de ce côté-là. Maintenant, le système, il est là pour rester, puis il est là pour rester parce que c'est un meilleur système. Puis là, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont sourciller quand je vais dire ça, mais le système au clé, ça permet aux pneus de vraiment bien épouser la paroi de la roue. Tu sais, si tu as un hook, veut pas, la, la relation entre le pneu et la jante elle n'est pas aussi bonne que si tu as une paroi qui est droite. Première des choses. Deuxième chose, pour Envy, la raison principale qui a amené à ça, c'est que pour avoir une très, très grande précision au niveau du diamètre de la roue, qui est un facteur plus important pour déjanter ou pas que toutes les autres, je te dirais, ben, le tooling qui permet d'être super précis,
il ne peut pas fonctionner avec des jantes qui ont un crochet, là, qui ne sont pas hookless, parce que ça prendrait une technologie ou en tout cas des outils qui n'existent pas ou en tout cas qui ne fonctionneraient pas, parce qu'évidemment, quand tu veux retirer ces outils-là, s'il y a un crochet, ben ça ne marche pas. Là, Mhm. mécaniquement, tu as un problème là, de ce côté-là. Fait que le système permet d'avoir des roues avec des pneus qui ont la largeur qu'on connaît aujourd'hui. Si tu voulais rouler un pneu de 30 mm, par exemple, sur une roue qui a une accroche, ben, il faudrait que, parce que pour créer le crochet dans ta paroi, il faut que tu enlèves du matériel là, ou Mhm. que tu le moules différemment, ce que Envy ne veut pas faire là, pour les raisons que je t'ai dit au niveau de la constance au niveau du diamètre de la roue. Mais maintenant, si tu veux enlever du matériel, ben là, ça va te prendre des roues plus larges. Fait que là, tu vas perdre beaucoup au niveau de l'aérodynamisme, notamment. Puis tu vas avoir des combinaisons qui vont être difficilement atteignables entre les pneus et les roues. Fait que, comme je te dis, ça fait depuis 2016 qu'ils le font. On n'a eu, nous autres, aucun cas de déjantage sur les roues. Si tu suis euh, la liste des pneus qui sont approuvés, puis il y a de plus en plus de pneus qui sont approuvés, puis que tu utilises les bonnes pressions, tu n'auras jamais, jamais, jamais de problème avec une roue Envy. C'est ce que j'allais dire, du côté liste de pneus. Je suis en train de la regarder ça, au moment où est-ce qu'on se parle. Puis, mettons, je l'ai regardé la première fois quand j'ai eu mes Foundation 45 l'année passée aux alentours de Noël. Puis là, la liste est beaucoup plus grande. Puis j'ai jamais eu de problème. J'en teste des pneus dans une année pour le blog. Puis j'ai jamais eu de problème. À chaque fois qu'on m'a proposé des pneus, ils étaient sur la liste. Puis là, je regarde, puis elle est encore plus grande la liste qu'elle l'était en début de saison. Puis quand j'ai eu mes pneus, fait que ouais. C'est pas une problématique de trouver les bons pneus, dans le fond. Non, non, plus maintenant. Puis, ça, à faire du hookless, ça permet d'avoir une paroi sur ta roue qui est plus large, donc qui est plus solide, beaucoup plus solide qu'avec un hook. Puis, faire un hook, ton procédé de laminage il est beaucoup plus compliqué, puis tu as beaucoup plus de manque de constance. Fait que là, nous autres, on en teste, on envoie des roues des autres manufacturiers, puis même chez les Envy là, de génération précédente, là, tu pouvais avoir des roues qui sliceaient des tires, notamment, parce que Mhm. justement, c'est du carbone, c'est hyper précis, c'est pas des grosses surfaces. Fait que ça amenait, moi, je te dirais qu'on avait bien plus de problèmes avec les roues quand ils étaient avec des hooks que maintenant, technologie hookless. Puis la roue est plus solide, ça permet d'avoir des gains en frais de solidité puis d'aérodynamisme, de forme qui permettent là, d'avoir une meilleure roue. Tu sais, ton espace, tu sais, une roue hook, si tu regardes la forme du pneu qui rentre à l'intérieur, tu sais, une espèce de creux qui se fait, il est beaucoup plus imposant que sur une jante hookless. Donc, au niveau aérodynamique, là, clairement, là, il y a quelque chose de différent. Puis, quand c'est arrivé au printemps, là, l'UCI s'est mis pas à capoter, mais il y a eu beaucoup de pression, puis ça s'est emballé là, sur les médias sociaux, là, c'était fou, là, tout ce qui se disait. Puis, je te dirais que nous autres, on n'en a pas entendu parler très, très longtemps parce que la course d'après, c'était Strade Bianchi. Puis, tu as un certain Pogacar qui a gagné sur des Envy. Est-ce qu'un gars comme ça, qui a le loisir de rouler n'importe quoi, mettrait en péril non seulement sa sécurité, mais ses performances sur un système qui ne fonctionne pas ou qui risque de ne pas fonctionner? Ouais, totalement. T'sais, Ça revient un peu à ce que je disais tantôt avec le downhill puis les roues. Tu sais, si c'était dangereux, les meilleurs au monde ne l'utiliseraient pas parce que justement, ils veulent pas gâcher le risque. Tu sais. Ou ils veulent ouais. pas prendre le risque de gâcher leur saison ou leur chance de gagner. Ben, de se blesser à long Ouais. terme. Je veux dire, les gars, ils roulent dans le tape à des vitesses puis dans des
des parcours puis dans des virages que on n'ose même pas s'approcher. Fait qu'il faut même pas qu'il y ait le petit doute en arrière de leur tête que peut-être il pourrait y avoir un enjeu de ce côté-là. Ça ne fonctionne pas. Là. Puis, il n'y a personne qui va me faire acheter le fait que ah ouais, mais c'est le commanditaire, fait il est obligé de rouler ça. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, puis je ne veux pas faire trop de millage là-dessus, mais l'histoire de Envy puis UAE, là, l'équipe n'était pas satisfaite de son matériel. Ils ont acheté des roues de 4 manufacturiers différemment. Ils ont fait leurs propres tests indépendants. Puis, à un moment donné, le téléphone a sonné chez Envy pour dire on a testé vos roues, c'est vous autres qui avez le meilleur produit. Est-ce que vous seriez intéressé à collaborer avec UAE? Fait que tu ne dis pas non à cette opportunité-là. Puis, fun fact, les roues qui avaient été testées, c'était des Foundation 45. C'était même pas des SES. Ah Fait ouais. que c'est de là que le deal entre Envy et UAE vient. Fait que c'est pas c'est par choix là, qu'ils roulent les produits Envy. C'est pas parce que c'est une histoire de sponsor. Évidemment, maintenant, la relation elle a évolué en ce sens où Envy investit dans UAE, mais Envy se fait pousser par UAE aussi parce que cet été, ils ont fait encore une autre série de tests, mais ils testent tout le temps. Là. Puis les SES sont encore sortis gagnants de l'analyse, mais la question c'était hey, super, votre roue, c'est encore les meilleurs. What's next? Fait que quand je disais là, que c'était drivé par la recherche et développement puis la nouveauté, ben, il y a un paquet de choses qui s'en vient euh, chez Envy, dans les produits. Puis c'est justement cette relation avec les coureurs, puis tout le côté haute performance. Champion du monde de descendre dans Nil, roule sur du Envy. Les courses à Mont-Saint-Anne sont gagnées là-dessus. Championne du monde, puis ça, c'est une petite fierté provinciale, mais championne du monde junior, cross-country, Raphaël Carrier qui roule sur les bacs pivots puis les roues Envy. C'est là, cette relation-là, elle est importante puis elle existe. Puis c'est pas juste une histoire de sponsoring parce que Envy, c'est pas une grosse compagnie comme Specialized, mettons. Là. Fait qu'ils n'ont pas les mêmes moyens financiers. Là. Fait qu'il faut vraiment que le produit soit super intéressant pour que cette relation-là, elle existe quand même avec des coureurs de premier plan. Là. Puis c'est ce feedback-là qui permet aussi, avec tout le département d'engineering, de développer les produits que les gens connaissent, puis qui ont appris à aimer, puis qui savent que c'est un bon produit, qui est fiable, puis que si jamais tu as un problème avec ta roue, que ce soit de ta faute la fin de semaine, ben tu vas chez ton dealer, il nous retourne les roues le lundi, on fait le changement, puis la fin de semaine d'après, tu peux rouler sur tes roues Envy à nouveau. Là, les saisons sont courtes ici. Tu ne veux pas perdre ta roue 3 semaines, un mois parce que, je sais pas moi, ton manufacturier, il n'y a pas de point de service au Canada ou en tout cas, peu importe. Là, faut que ça. Pour nous autres, c'est important. On ne veut pas que nos clients restent mal pris pendant longtemps. Là. Puis peut-être dans le fond, pour poursuivre, justement, tu disais que c'était vraiment un bike brand, etc. Je vois nouveauté de cette année, vous avez des bikes aussi? Ben, c'est pas de cette année, mais cette année, ça a vraiment plus explosé. OK, Là. OK. Je pense qu'une partie de la notoriété vient du fait que maintenant, on a une équipe pro, là, Total Energy, là, qui roule sur le Melee, qui est le bike le frame de course de Envy, qui a gagné une étape sur le tour, notamment l'étape de Gravel. Là. Fait que ça en dit encore long sur la fiabilité et la solidité du produit. Fait qu'on est rendu avec 3 modèles. On a un bike de course le commentaire qu'on se fait dire, c'est que c'est hyper performant, mais c'est vraiment confortable. Puis, fit is fast. Là, si tu es bien sur ton vélo, tu vas pouvoir aller vite. Tu as même beau avoir le vélo aéro plus. Si ta position ou si
le fit n'est pas bon sur ton bike, tu ne pourras pas pousser tout ce que tu as à pousser, là, ça c'est sûr et certain. Puis le Mug, qui est notre bike de gravel, qui est un bike haute performance encore là, on reste vrai à notre identité. Puis le Free, qui est la dernière nouveauté, qui est un bike de route, vraiment, mais avec des capacités là, hors route un petit peu plus grandes que le Melee. Fait que, tu peux rouler OK. quand même large. Tu pourrais faire, mettons que ça pourrait être c'est un all-road, dans le fond, là, le nouveau créneau du bike de route. Fait que, mettons que tu as 2 sets de roues, puis tu as juste un bike, tu peux interchanger, puis ça te donne un vélo quand même très performant sur le gravel. Ouais, dans le fond, c'est ça, c'est le segment. T'as le Melee, c'est vraiment road race. T'as le Free qui est ce que certains appellent endurance ou all-road. Ouais, Puis all-road, endurance, c'est vrai. le Mug qui est gravel. Gravel, mais tu sais, gravel haute performance. Je pense qu'il y a juste le Melee que j'ai jamais vu de mes yeux Ah ouais? en tant que tel. Ouais. Parce que le Free, de mémoire, Alex No Monday, c'est ça qu'il y a. Oui, 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 exactement. C'est ça, lui, je l'ai vu, je le trouvais vraiment nice. Là, je pense que c'est comment ça s'appelle la couleur sable? Alex, il y a Salt. Salt, ouais. Ouais, Salt, c'est blanc, ça. Il blanc. est vraiment nice son Ah bike. Ça ouais, fait que je l'ai déjà vu. Puis Clément Boès de Kilico a le Clément, il y a un Mog. mug, ouais. Ouais. Puis c'est aussi, je l'ai vu une couple de fois rouler. Puis tu sais, en plus d'être. euh, moi, ce que j'aime de ces bikes-là, c'est qu'en plus d'être tu sais, bon ou d'avoir de la recherche, c'est qu'ils sont beaux, tu sais. Parce que des fois, t'as des bikes, ben, tu sais, tous les goûts sont dans la nature, mais je trouve que, tu sais, il y a des bons bikes, des fois, que je n'achèterais pas parce qu'ils sont pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement le plus beau design, mais là, c'est la coche, là, les couleurs, la peinture. Spécialement, je trouve que un qui est réussi, c'est ben, le Mog, là, justement, là, puis celui qui est plus le Spray. Je trouve que les couleurs sont encore plus belles c'est parmi les plus belles de l'industrie, là. Ouais. Ben, comme tu dis, tous les goûts sont dans la nature. Effectivement, je pense qu'il y a quand même un avis général les, les bacs sont réussis. Là, le cosmétique est vraiment très intéressant. Ouais. Puis le même thinking des roues, puis des guidons, puis de tous les produits Envy est appliqué sur les bikes. Mhm. Tu sais que tu as un produit d'exception quand achètes un produit Envy. Là. Puis on fait, c'est pas la première année, comme je te disais, mais c'est la première année où ça a vraiment plus explosé. Là, globalement, je pense que les gens de l'industrie sont d'accord pour dire que c'est pas dans les meilleures années au niveau Mhm. de la business pour un paquet de raisons post-pandémiques, puis l'économie en général. Bon, il y a certaines instabilités puis inquiétudes, mais Envy fait 60% d'augmentation là, en ce moment. Fait que dans le contexte actuel des compagnies de bike qui, qui ont le vent dans les voiles autant que Envy, là, moi, j'en connais pas. Mhm. Mais c'est sûr que dans le type produit d'exception, quand tu veux quelque chose, tu l'as, tu es passionné. C'est pas comme quand il faut que tu sortes du gros volume, comme peut-être des compagnies plus grand public. Ouais, ouais. Ouais, puis tu sais, veut pas, comme les frames sont nouveaux, on n'a pas de problématique d'inventaire Mhm. comme certaines autres compagnies peuvent le vivre, là, mais les gens n'ont pas arrêté de faire du vélo. Là. Fait que c'est un bump in the road, là, je pense, au Mhm. niveau business en ce moment. Euh, il y a beaucoup de produits, il y a peut-être un peu moins d'appétit globalement parce que ton épicerie coûte bien plus cher qu'avant, puis ton hypothèque a monté, puis Mhm. un facteur comme ça, mais au niveau de la pratique, le sport est en santé. Euh, c'est un bon temps pour être dans le vélo. Les produits sont tellement hot que c'est le fun à utiliser des produits qui marchent bien, puis qui sont excitants, puis qui sont beaux. Puis, en tout cas, nous, on le voit. Là,
les ventes sont au rendez-vous. L'engouement pour la marque, pour toutes les marques qu'on fait, sont définitivement là, mais c'est sûr que c'est plus challengeant là, globalement pour l'entreprise, pas pour l'entreprise, mais pour le sport puis l'industrie de c'est ainsi, mais c'est à l'avantage des consommateurs en ce moment pour faire des deals sur certaines choses, mais si tu veux un produit d'exception puis tu es dédié au sport, ben on fait certainement partie du mix. Là. Très nice. Ben, je pense que c'est la meilleure façon qu'on peut penser de conclure en faisant le loop avec euh, OTE ou On the Edge vers la fin. Fait que je te remercie beaucoup pour ton temps. Ce Ben, ça fait fut, je plaisir, pense. c'était toujours agréable de discuter avec toi. Puis j'ai hâte de voir si je sonne pas trop cacane dans Ah mon non, entrée. non, Dans mon c'était parfait, je entrepôt. pense. Non, c'était parfait comme son. Puis ben, je suis pas mal sûr que tout le monde va avoir apprécié. Tu sais, c'est le genre de podcast parce que on parle un peu de. Tu sais, j'ai vraiment essayé de prendre pas les craintes, mais un peu comme les questionnements que les gens se Ouais. posent, puis d'avoir quelqu'un de l'industrie qui vient y répondre, tu sais, de façon très honnête, avec des exemples concrets. Je pense que les gens apprécient ce genre d'intervention-là. Ben écoute, ça fait plaisir. Ça faisait, comme tu disais, plusieurs fois qu'on essayait de se pogner, mais je suis content de l'avoir fait. Puis écoute, si l'occasion se présente de nouveau, ça me fera plaisir de répondre à tes questions. On essaiera d'avoir une caméra pour la prochaine fois. Ben oui. Ben ouais, un gros merci encore, puis ben, je te souhaite ben, on se dit à la prochaine. Super, à très bientôt. Merci pour Ciao. l'opportunité. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à la plateforme de votre choix, laisser un review si possible et à revenir dans 2 semaines alors que je vais sortir un autre épisode. Merci beaucoup encore une fois. À bientôt.